Alors, on le répète depuis les 2 journées qu'on est ici ensemble, ne rien faire n'est pas une option. Mais la grande question qu'on a toutes, c'est « mais maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? » On vient de voir comment 3 syndicats s'étaient tirés d'affaire dans des conditions qui n'étaient vraiment pas faciles. La prochaine présentation a pour but de nous donner concrètement des outils pour faire face à cette crise. Des outils qui pourraient probablement nous permettre de définir l'agenda plutôt que de nous le faire imposer. Notre invité est un actuaire, et quand j'ai vu sa présentation, il me l'a envoyé juste avant de partir en Floride, il y a 3 semaines, donc il a préparé ça quand même assez d'avance. J'ai été assez surprise de voir que j'ai tourné les pages, j'ai tourné les pages, j'ai tourné les pages, j'ai encore tourné les pages, et il a fallu que je me rende presque à la fin de sa présentation avant de voir un chiffre. C'est vraiment pas le commun des actuaires. J'étais plutôt surprise de voir ça. Les actuaires ne nous ont pas habitués à ça. Jean, c'est un actuaire qui travaille dans le milieu syndical chez SAI. C'est un homme de chiffres, mais je pourrais dire que c'est un homme avec toutes ses lettres de noblesse. Longue expérience en assurance et en retraite. On le retrouve aux tables de négociation, aux côtés des syndicats filiés, en arbitrage, en assemblée, en présentation. On le trouve un peu partout. Pour lui, c'est une façon toute particulière de soutenir les efforts des responsables syndicaux, des comités de retraite et des comités de négociation. Donc là, il est assis. Regardez-le assis une dernière fois parce que vous ne le verrez plus jamais comme ça. Ce n'est pas trop dans sa nature. Alors, Jean Belleville, à toi la parole. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Et merci aussi à la FTQ de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et de partager avec vous des réflexions bâties au fil des années, et des réflexions bâties pas juste par moi, Jean Belleville, mais par SAI. Nous sommes une équipe qui travaillons avec vous dans les régimes de retraite et cette expérience, cette connaissance, cette vision que nous pouvons avoir, que nous avons développée, bien, ça me donne l'occasion de la partager avec vous. Alors, un gros merci. Vous avez vu le titre. Pour moi, un titre, c'est excessivement important dans une présentation. Un titre, c'est, dans le fond, c'est ce qui doit rester en tête quand vous allez sortir et que vous aurez probablement oublié une grande partie de la présentation, même le présentateur. OK? Et j'ai eu la chance de tomber par hasard sur une citation de Yogi Berra. Je ne sais même pas si c'est la sienne, mais je la trouve tellement belle. « Le futur n'est plus ce qu'il était. » Et c'est excessivement important. Il y en avait une deuxième, je n'ai pas pu me décider à la laisser tomber. Plus ça change, plus c'est la même chose. Ce que j'ai voulu, en mettant un titre double, c'est de vous transmettre 2 idées principales. La première idée, c'est que nous devons, de façon significative et rapidement, modifier notre façon de concevoir et notre façon de financer nos régimes de retraite. Je ne suis pas le premier à vous le dire, OK? Puis vous allez encore l'entendre, OK? Mais également, la deuxième idée, elle est aussi importante. C'est qu'il faut garder le cap. On a toujours travaillé depuis toutes ces dernières années à tenter d'obtenir des prestations de retraite les plus adéquates possibles pour nos membres. Et on n'est pas en train de faire une vente de feu actuellement. Ce qu'on doit, c'est réfléchir et s'assurer qu'à la fois, on va modifier le financement, mais en même temps, on va garder le cap sur des prestations correctes et très correctes. Je vais d'abord vous parler de financement. Vous voyez que le constat, il a été fait, je l'ai entendu, le financement de nos régimes de retraite, il est totalement inadéquat. Bon, mais il y a une idée que je n'ai pas entendue jusqu'à date, et ça me trouble profondément. Parce que cette idée-là, ça doit être le moteur de notre réflexion. C'est la suivante. Nous vivons une phase aiguë d'un mal chronique. Ce que je veux dire par là, pensons pas que on va passer à travers cette crise-là, il va y avoir des rendements, pour quelques raisons,
que j'ignore encore qui vont arriver. Nos régimes, au lieu d'être en déficit, vont être moins en déficit ou peut-être en surplus. Puis voilà, c'est tout, le tour est joué. Erreur. Vous savez, la retraite, là, il y a des phases aiguës, puis il y a des phases, c'est pas si pire. Mais on prend quand même des médicaments, parce que c'est une maladie. Et nos régimes de retraite sont malades. Vous savez, La Fontaine disait dans sa fable, les animaux malades de la peste, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Bien, c'est exactement ce qui arrive avec nos régimes de retraite. L'Université de Montréal, Normand Lacaille, parlait de son régime. Pas un régime qui, à première vue, est en déficit. Ah oui, il est sur une base de capitalisation. Ah oui, la solvabilité, lui, il ne s'en occupe pas, mais il est sur une base de capitalisation, un déficit, 2 31 décembre 2010, le ratio était à 98 Claude Gagnon parlait de son régime. À l'époque, c'était à 75 parce que lui, c'est sur une base de solvabilité. Alors, pourtant, les deux régimes sont malades. Et si vous n'acceptez pas cette idée de phase aiguë d'un mal chronique, vous ne comprendrez pas la suite. Vous ne voudrez pas embarquer dans la suite. Mais c'est là que nous ferons une grave erreur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit une crise. Mais dans une crise, il y a des opportunités. Et chaque crise renferme en elle-même les éléments de solution. Il faut juste prendre le temps de les regarder, puis de les choisir. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. OK? Je vais vous dire qu'il est urgent d'agir sans retard. C'est bien simple, OK? Mais je vais vous dire d'être proactif. Marie-Josée le mentionnait. Laissons pas les employeurs réfléchir trop longtemps. Parce que, voyez-vous, ils vont prendre une direction qui ne sera pas la nôtre. Puis un des problèmes, quand on se fait une idée, on est tous pareils, c'est bien dur de nous l'enlever de la tête, cette première idée-là. Ça va prendre beaucoup d'énergie et on va perdre beaucoup de batailles si on n'est pas proactif. Rappelez-vous, c'est nos régimes de retraite, pas ceux des employeurs, nos régimes de retraite. Désolé. Et agir, ça veut dire quoi? Bien, agir, c'est simple. Ça veut dire qu'il faut modifier la structure de financement de nos régimes en fonction des erreurs et de ce que nous avons compris, des erreurs que nous avons faites dans le passé. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice pratique que je ne voudrais pas académique. OK? C'est un exercice qui commence dans vos régimes de retraite. Et vous comprenez qu'il y a tellement de régimes de retraite qui sont rendus à tellement de places différentes dans leur évolution qu'il y a beaucoup de lignes de départ. Mais ne nous laissons pas tenter, ça serait une erreur majeure de croire qu'il y a une solution universelle qui puisse exister. Il n'y en a pas. Mais la bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il y a des éléments de solution et votre job à vous, ça va être de choisir lesquels éléments rentrent dans votre palette de couleurs. OK? Et c'est excessivement important. Ça va être votre job. Vous n'avez pas avoir des actuaires qui vous conseillent, mais c'est vous autres qui prenez les décisions. Mais avant d'aller dans le comment, il va prendre quelques minutes pour regarder le pourquoi. Et c'est le pourquoi qui va nous fournir des indices. C'est-à-dire, la solution, elle est là, qui va nous fournir des indices. Dans quelle direction devons-nous aller? Parce que, voyez-vous, c'est pas parce qu'on part à courir, puis on réalise 10 minutes plus tard qu'on est parti dans la mauvaise direction. On ne gagne pas de marathon avec ça. OK? Puis on a tout un marathon à gagner présentement. Alors, quelle est la source du mal? La source du mal, bien, c'est bizarre, hein? Mais au fil des années, on a accumulé des sommes dans nos régimes de retraite. Imaginez le régime de retraite en première année. Première année, là, il n'y avait pas de problème dans le régime de retraite. Ça l'a augmenté progressivement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec toutes les cotisations qu'on a mis dedans, celles de l'employeur, ce sont les nôtres, là, avec toutes les cotisations, puis les rendements qu'on a obtenus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une accumulation majeure de fonds. Puis tant mieux. Mais, pour comprendre, on a beaucoup d'argent, mais on a beaucoup d'engagement, puis envers les membres actifs, puis envers les membres retraités. Et voyez-vous, c'est justement cette accumulation-là qui est le talon d'Achille
de nos régimes de retraite. Pourquoi le talon d'Achille? Parce que c'est le risque de volatilité des rendements qui va nous tuer. OK? Et c'est ce risque de volatilité qui amène des employeurs à se débarrasser des régimes à prestations déterminés. OK? Puis ça, c'est une réalité. Le risque de volatilité, là, je ne sais pas comment ça va fluctuer, mais tous les actuaires, tous ceux qui font des projections vont dire la même fichue d'affaires. Ça fluctue. OK? C'est une réalité. Puis l'autre réalité, c'est que les employeurs n'en veulent plus. Évidemment, il y a d'autres causes qui sont quand même bien réelles. L'anticipation des rendements futurs. Bien, aujourd'hui, on anticipe des rendements moindres que ceux qu'on anticipait dans le passé. Mais ça, voyez-vous, c'est une prédiction en passant, parce que c'est parler du futur. Parler du futur, là, moi, là, je ne suis pas capable de vous parler du futur. Je peux vous parler du passé, je peux vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger du risque de volatilité, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va être dans le futur. OK? C'est une prédiction. Mais des rendements moins dans le futur, ça va prendre plus de cotisations. La recette est bien simple. Ou bien on a plus de cotisations, ou bien on a plus de rendements. Puis on avait atteint un certain équilibre, puis là, les rendements ont baissé, bien, il va falloir que nos cotisations soient plus élevées. Alors, on a parlé de l'espérance de vie plus longue. Ça encore, c'est une autre prédiction. Il faut être conscient. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord. Je pense qu'on va vivre un peu plus longtemps, mais dites-vous bien que si l'annonce dans la presse d'hier, hein, on a des problèmes avec nos antibiotiques, ils ne font plus à job, ça a l'air. Bien, si ça ne fait plus à job, on va mourir plus. Si on meurt plus, on a une espérance de vie qui va peut-être être moindre. On est plus obèse qu'on était. On a encore une chance de se corriger là-dessus, là, quand même, OK? Mais ces antibiotiques, on n'a pas de chance, OK? Et il y a évidemment la solvabilité. Le mot magique, là, et j'ai oublié son nom, nous mentionnait, « Hey, j'ai compris ou j'ai appris c'était quoi la solvabilité. » Bien, c'est ça, OK? Les taux d'intérêt ont plongé, mais à ce moment-là, ça fait quoi? Ça vient augmenter la valeur des engagements. Hey, on est bien mal pris. L'actif qui fait moins d'argent, puis les mêmes prestations qui coûtent 50 plus cher ou 2 fois plus cher parce que les taux d'intérêt ont baissé. Alors, c'est ça la source du mal, OK? Puis, je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit regarder le régime sur un horizon court. On doit le regarder à long terme. Mais il faut bien reconnaître, il faut se rendre à l'évidence, ce qui met en danger nos régimes, c'est la sévérité des cotisations d'équilibre qui sont nécessaires pour effacer les déficits. Et ça, c'est dû à la volatilité à court terme. Puis, tu sais, là, je travaille aux côtés des syndicats. Je n'ai jamais travaillé aux côtés d'un employeur. Mais à un moment donné, je ne suis pas fou. Quand un employeur doit verser peut-être 30 40 25 de paiements spéciaux pour amortir un déficit, je ne peux pas penser qu'il doit être content de ça. Puis je ne peux pas penser que ce n'est pas un effort gros. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à cet égard-là? Et le dernier élément que je veux vous parler, on a péché, mes frères et mes sœurs. OK? On a commis un péché d'omission. Pourquoi? On a oublié d'ajuster notre structure de financement avec l'accumulation grandissante et le risque grandissant dans nos régimes de retraite. Puis les péchés d'omission sont aussi graves que les péchés par action. Je vais le dire différemment. J'appelle ça le phénomène des bobettes. OK? Vous ne passerez jamais par la tête, puis vous n'êtes jamais passé par la tête, en devenant adulte, de garder vos bobettes de 5 ans. Ça ne rentre plus. OK? Bien, c'est ça qu'on a fait. OK? Puis on n'ira pas commencer à juger le passé, là, parce que ça, c'est un piège dangereux. Tous les neuropsychologues nous disent que quand on veut regarder le passé puis qu'on a une connaissance du futur, notre jugement risque d'être biaisé puis parfois sévèrement. Alors, votre premier job, bien, ça va être de mesurer l'étendue du mal chez vous dans vos régimes. OK? Et il y a différentes façons de le mesurer. J'ai entendu les présentateurs tantôt, les panélistes en faire mention. Hein? On a d'abord la maturité. C'est quoi la maturité? Bien, la maturité, dans le fond,
on peut l'identifier comme étant la valeur des engagements, le passif, simplement, par rapport à la masse salariale. Pourquoi par rapport à la masse salariale? Bien, écoutez, plus le passif est gros, plus une variation de rendement est élevée, plus ça va coûter cher en fonction de la masse salariale. Hein? C'est ce à quoi je faisais référence tantôt, le 25, le 30, le 35 de paiements spéciaux. Ça, c'est la première chose. L'autre, on peut regarder, c'est quoi le passif des actifs, c'est quoi le passif des retraités. Puis, on voit que tranquillement, au fil des années, quand le régime a commencé à devenir de plus en plus mature, bien, on a eu plus de retraités, plus d'engagement envers les retraités. Puis, une réalité, c'est que nos retraités ne partagent pas le risque. C'est tous les participants actifs qui partagent le risque. Et remarquez bien, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos des retraités. Pas du tout. Pas du tout. OK? Sauf que c'est ça la réalité, OK? Que l'on vit actuellement, que vous vivez actuellement. Je sais qu'il y a une couple de retraités ici, là, mais que vous vivez actuellement. Et un autre élément, bien, c'est l'âge moyen. Claude Gagnon disait, écoute, nous autres, nos gens sont très vieux, sont très proches de la retraite, et puis dans les 5 prochaines années, il y a peut-être la moitié de notre monde qui s'en va à la retraite. Ça va donner un cliché de break dans ce régime-là. OK? Mais c'est ça la réalité. Plus nos gens sont âgés, plus ça nous coûte cher dans le coût de service courant. OK? Puis plus on a d'années de service en arrière de nous, plus le passif est élevé. Un autre élément aussi, on est habitué avec ça, les ratios de financement, capitalisation et solvabilité. Bien, il y en a ici qui sont dans les régimes municipaux, les régimes universitaires. La solvabilité, ça ne les préoccupe pas. Mais ceux qui sont dans le secteur privé, la solvabilité, ça vous frappe en tabarouette. OK? Alors qu'on peut avoir une capitalisation à 95-90 on a, dépendant des régimes, une solvabilité à 75 J'étais avec des gens la semaine passée dans les régimes de retraite. Leur ratio de solvabilité était... Non, c'est pas la semaine passée, j'étais en train de compter des blagues, j'étais en Floride. J'étais bien. J'étais bien. Je les ai tous oubliés. OK. Mais 3 semaines avant, ces gens-là n'arrachaient. Le ratio de solvabilité est de 50 50 Ça veut dire que si le régime se terminait, tous les retraités se faisaient couper la tête de 50 Les actifs aussi, parce qu'il y avait des actifs en bas de 55 ans. Ceux-là, ils se faisaient déshabiller carrément. OK? Alors, c'est excessivement important de trouver une solution. Et l'autre élément, là, bien, les cotisations d'équilibre, les cotisations d'exercice, que ce soit en dollars fixes ou bien en pourcentage de salaire, bien, ça fait partie de votre première tâche à faire. Vous devez connaître ça, là. Vous devez être au fait. Puis être sûr que ce que vous voyez, c'est vraiment des bons chiffres. Ça, c'est la première job que vous avez. Il y a une deuxième job que vous devez faire. Vous savez, les employeurs ont des intérêts, puis vous autres, vous avez des intérêts. Bien, il faut les comprendre. Il faut les connaître. Puis il va falloir à un moment donné les concilier. Du côté des employeurs, bien oui, c'est sûr, je te l'ai dit, ça, avance donc. OK. Les principales préoccupations des employeurs, c'est quoi? Bien, c'est leur exposition au risque de financement. Ils n'en veulent plus, c'est simple, ils n'en veulent plus. OK? Pourquoi? Parce que les cotisations, ça swing. C'est instable. OK? Ça doit être mon séjour en Floride. OK. Le niveau de financement aussi qu'ils assument, à un moment donné, c'est trop élevé. Attention, là, je dis ça pour l'employeur, mais je vais dire la même chose pour les participants. Là. Attention. J'ai juste commencé à parler de l'employeur. OK? Les états financiers. Bon. Vous savez, les employeurs doivent faire des états financiers. Et les normes comptables évoluent rapidement et profondément, de sorte que très prochainement, j'oublie toujours la date quand ça commence, je me demande si ce n'est pas déjà commencé, mais merci. Et là, à ce moment-là, on va devoir, comme employeur, reconnaître les fluctuations et les déficits instantanément, d'une certaine façon, dans nos états financiers. Et les employeurs n'aiment pas ça. Ça ne paraît pas bien, c'est sûr. OK? Et vous savez, ce qui tue une entreprise, c'est la liquidité. Il y a des entreprises qui ont fait faillite, pas parce que ce n'était pas un bon produit, pas parce qu'ils n'étaient pas capables de produire, parce qu'il manquait d'argent. Ils étaient achetés, puis le lendemain, un mois plus tard, l'entreprise est florissante.
C'est une question de liquidité. OK? Et ça, les employeurs, quand ils ont à payer des paiements spéciaux de solvabilité, bien, ça vient drainer terriblement leur liquidité. Maintenant, nous autres, là, c'est quoi les participants? C'est relativement simple, mais c'est mauditement important. Le premier, c'est la pérennité et la viabilité du régime. Nous autres, on veut que nos régimes à prestations déterminées continuent encore. Les employeurs, pas grave, on t'en donne un régime à cotisation déterminée dans lequel, quand ils font ce genre d'exercice-là, on l'a vécu, ils cotisent la moitié de ce qu'ils cotisaient dans la prestation déterminée pour le coût de service courant. OK? Première chose. Deuxième chose, ce qu'on veut, c'est un revenu de retraite adéquat. Puis je vous l'ai dit, à chaque fois que je vais vous parler de financement, mais à chaque fois que je vais vous parler de revenu adéquat. Et le niveau de financement aussi. Parce que comprenez bien qu'on est appelé à cotiser. J'ai entendu tantôt, les gens sont prêts à cotiser. Faire un pas en avant. Moi, si j'en fais un, je tombe, OK? Mais les gens sont prêts à faire ça. Les gens sont prêts, pour sauver leur régime de retraite, à cotiser. Mais attention, là, il faut le faire intelligemment. Et une fois qu'on comprend les besoins de l'un et de l'autre, il me semble que c'est un peu plus facile de voir vers où on s'en va. Et ici, c'est une idée qui me tient terriblement à cœur, OK? Parce qu'il faut changer notre prémisse de financement. Il faut changer notre façon de penser le financement. Vous savez, dans les 25 dernières années, ce qu'on a fait, là, on voulait avoir tel genre de prestations, puis on finançait ça aux fesses. OK? Ce qu'on voulait, c'était financer le maximum de prestations en versant le minimum de cotisation. Ah, ce n'était pas notre faute. L'actuel du régime disait, pour apporter ces modifications-là, ça doit te coûter tant, puis l'employeur en met tant, nous autres en met tant. Ouais. Sauf que, qu'est-ce qu'on faisait des promesses du régime? Mais non, les régimes, c'était perpétuel. On a oublié que les régimes de retraite, ça vivait avec de l'argent. Que si l'argent ne rentrait pas, puis si on faisait des pertes de rendement, il fallait en rajouter. Puis qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourrait plus en rajouter. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut se recentrer. Il faut se recentrer sur le respect des promesses. À tout prix, dans les pires circonstances. Évidemment, il y a une limite, là. Contre les météorites, on ne pourra pas faire grand-chose, là. OK? Mais c'est ça qu'il faut faire. Se recentrer, changer notre prémisse de départ. OK? Et comment on fait ça? Tout simplement en finançant à l'avance les fluctuations possibles de rendement, en se créant des marges, une marge de sécurité, à même nos cotisations d'exercice. Ce qu'il faut arrêter de faire, parce que notre façon de faire jusqu'à date, c'était de financer avec le minimum de cotisation, mais il faut prendre conscience, OK, qu'en faisant ça, on pelletait. On pelletait vers le futur. Quoi? On pelletait vers le futur le financement des fluctuations inévitables, inévitables. Et on laissait cette responsabilité-là aux cohortes futures de participants. Une image qui m'est venue quand j'écrivais ces mots, c'est, vous savez, on a pris conscience, il y a peut-être 15-20 ans, toute la question de l'environnement. Et il y a une image qui m'a frappé, qui m'a troublé. On disait, il ne faut pas penser que la Terre nous est léguée par nos parents. Il faut croire que notre Terre nous a été prêtée par nos petits-enfants. Et il me semble que si on s'imprègne de cette idée-là et qu'on l'applique à nos régimes de retraite, ça va nous aider à comprendre et accepter de changer cette prémisse-là. Également, j'ai entendu tantôt ce matin parler abondamment de cet équilibre intergénérationnel entre les actifs puis entre les retraités, mais entre les jeunes et là, j'avais écrit initialement les plus vieux, mais j'ai trouvé que ce n'était pas très correct. Alors, je dis les plus âgés. OK?
Alors, il faut trouver une façon que nos jeunes, dans nos régimes de retraite, ils trouvent leur compte. Et j'étais à une présentation il y a 3 semaines, et là, il y a un jeune qui s'est levé, puis là, il a commencé à faire sa sortie en disant, « Moi, les régimes de retraite, là, j'avais la chance qu'on n'était pas obligé d'y participer, puis j'y participe pas. J'y participe pas, puis là, tu es en train de me dire, toi, en avant, Belleville, qu'il faut faire des changements parce que si on n'accepte pas les changements, si on n'accepte pas des baisses de salaire de 10 parce qu'on a des retraités, bien, je vais perdre ma job, l'usine va fermer. » Bien, j'ai dit que j'étais bien d'accord avec lui. OK? D'accord avec lui qu'il fallait trouver une solution. Et que la solution apportée pour le futur, le passé, on ne peut rien y faire, mais pour le futur, par exemple, que moi, si j'étais jeune, j'embarquerais en maudit dans ces régimes-là. Et ça, c'est important, il y a moyen de le faire. OK? Mais soyons modestes. Il faut vraiment réaliser que notre capacité d'agir, elle est très limitée. Elle est très limitée, pourquoi? Parce que toute cette accumulation, la volatilité là-dessus, elle se rapporte au service passé. Voilà. Et sur le service passé, bien, le passé est intouchable. Enfin, jusqu'à ce jour. OK? Puis, c'est un élément majeur. Le passé, c'est des droits acquis. On ne veut pas toucher à ça, on veut travailler sur le futur. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'on aura des résultats modestes au début. Dans le fond, c'est comme si, à l'intérieur du même régime de retraite, on avait l'occasion de repartir un régime de retraite pour le service futur sur une base plus sensée. Quelle serait cette base sensée? OK. Bien, je pense que cette base sensée-là, est-ce moi? C'est l'Angélus, déjà? OK. La marge de sécurité. Ouais. Les pompiers s'en viennent. OK. Alors, le remède au mal dans notre régime de retraite, c'est quoi? C'est quoi? Oh! Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On s'est informé. C'est probablement une poussière sur un détecteur d'alarme. Donc, si ça repart, inquiétez-vous pas, ça ne devrait pas durer longtemps. OK. Bon. Marie-Josée, non. Je pensais que c'était un truc que tu avais trouvé pour me permettre de prendre une gorgée d'eau. Bon, OK. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de financer à l'avance une marge de sécurité pour renforcer notre financement de nos régimes de retraite. Évidemment, comprenez que plus la marge va être élevée, bien, on va avoir une meilleure protection contre des fluctuations de cotisation dans le futur ou même, dans certains cas, des baisses de cotisation, des baisses de prestations pour le service futur. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que probablement que si on avait appliqué ce principe-là, et très probablement, quand on regarde les 20 dernières années, si on avait été capable d'avoir une marge entre 20 et 30 du passif, ça nous aurait procuré une protection satisfaisante. Puis ça, là, ça a déjà été fait dans l'ouest du pays. OK? Ils ont passé à travers les crises de 97, 2001, 2008, sans que les régimes de retraite à prestations déterminées soient remis en danger, en question, c'est-à-dire, ça existe. OK? Alors, ça rend plus attrayant cette approche-là. OK? Évidemment, encore une fois, je vous l'ai dit, vous êtes différents régimes de retraite, différentes lignes de départ.
Et la même chose va s'appliquer au niveau de la marge. Un niveau adéquat, ça va dépendre des caractéristiques de votre régime. Ça va dépendre, êtes-vous sujet, entre autres, à des tests de solvabilité ou pas? Si vous l'êtes, bien, ça va vous prendre de meilleures marges. OK? Si vous êtes, par exemple, dans un contexte municipal, dans un contexte universitaire, peut-être que là, la marge va être différente, mais ça prend une marge. OK? Et ce qui est important de garder en tête, c'est que si on crée une marge, parce qu'on va voir comment on la crée, la marge, il n'est pas question que cette marge-là, pour financer le futur, hein, on parle juste du futur, serve à l'employeur pour financer des déficits relativement au passé. Et ça, c'est très important comme principe. On ne doit pas être des dindons de la farce. OK? Donc, faisons bien attention à cet élément-là. Et quelque chose d'encourageant, c'est qu'effectivement, la Régie des rentes se penche très sérieusement et je m'attends à ce que très prochainement, la Régie mette de l'avant sa vision d'un mécanisme de marge qui devrait nous permettre, dans nos régimes de retraite, de commencer à faire un petit pas, puis un autre petit pas. Vous savez, les jours sont longs, mais les années passent vite. Et dans peu de temps, on va être dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous vous rappelez l'annonce, là, la Honda, là, puis les cheveux, là, puis le bébé, là? Bien, c'est ça, 10 ans, ça passe très vite, OK? Très, très, très vite. Mais vous savez, c'est plate de mettre de l'argent, puis que c'est oisif, OK? De l'argent juste pour mettre de l'argent au cas où que ça aille mal. Ça, là, on n'aime pas bien ça. Mais voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire en sorte que, tout en servant à absorber la volatilité, cette marge-là serve aussi à une autre fin, celle d'indexer les prestations de façon conditionnelle. Pas garantie comme on a dans certains régimes ou dans la plupart des régimes, mais de l'indexation conditionnelle. Je vais y revenir là-dessus. Donc, créer une marge qui n'est pas oisive. C'est très important. Cette idée d'oisiveté que nous n'aurons pas en créant la marge. Et on la crée comment, cette fichue de marge-là? Bien, il y a 2 avenues possibles. Hein? Il n'y en a pas 36 000. La première, c'est d'injecter plus de cotisations. Patronales, salariales. Mais attention, pas mettre plus de cotisations salariales puis que l'employeur baisse les siennes. Non. Plus de cotisations sans changer la valeur des engagements. OK? Pas baisser les engagements. Vous savez, un régime qui vaut 10 ou un régime qui vaut 15 s'il n'y a pas de marge, les deux sont aussi en phase de mal chronique, puis peut-être même aigu. Alors, bien important cette idée-là, soit qu'on injecte des cotisations, ou bien non, soit qu'on modifie la structure de prestation. Puis en modifiant la structure de prestation, il va falloir regarder quel genre de prestation je veux modifier, puis il va falloir regarder jusqu'où je suis prêt à les modifier. OK? Et finalement, OK? Finalement, il va falloir, comment j'ai dit ça, là? Ah oui. Bien, il va falloir s'assurer que si on réduit la valeur de nos prestations, qu'on ne commence pas non plus à les réduire les cotisations. Tout comme on baisse nos cotisations, c'est-à-dire on augmente nos cotisations, on n'ira pas augmenter les engagements du régime. Bien ici, si on baisse nos engagements, on n'ira pas baisser les cotisations. J'ai une couple d'exemples pour vous montrer comment on fait ça. OK? Et cotisation, prestation, lequel prendre? Bien, c'est l'un ou l'autre, mais c'est surtout un mix des deux. OK? C'est un mix des deux, puis à chaque fois qu'on va analyser l'une ou l'autre des avenues, il va falloir se demander quel est l'impact sur le financement requis et sur le niveau de la marge, donc financement. Mais je pense que vous le devinez, la prochaine ligne, ça va être aussi l'impact sur les rentes que nos membres vont recevoir à la retraite. C'est excessivement important. Et il faut qu'on ait une réponse satisfaisante à l'un et satisfaisante à l'autre pour que ça fonctionne. Et ce dosage approprié,
va faire en sorte, c'est-à-dire va dépendre de la structure actuelle dans vos régimes de retraite, différents points de départ, et va dépendre, bien sûr, du niveau de prestation et du type de prestation de vos régimes de retraite. Et justement, ces prestations-là, je pourrais passer 1 heure, mais je vous le promets, je vais passer 1 minute là-dessus. Ce qu'on veut comme prestation, c'est quoi? Bien, on veut des prestations qui nous permettent d'avoir un âge de retraite raisonnable. Puis là, bien, raisonnable, ça peut dépendre. C'est quoi raisonnable? Raisonnable pour un manuel ou raisonnable pour un employé de bureau. Je comprends que les deux, on veut partir à même âge, mais en termes de raisonnable, peut-être qu'il y a une petite nuance. Pour un membre en pleine forme ou un membre malade, et ça peut être différent également. OK? Alors, c'est important, un âge raisonnable, mais un âge raisonnable avec des revenus adéquats, des revenus combinés à la PSV, des revenus combinés à la Régie des rentes, adéquats. Puis il y a 2 autres ingrédients aussi qu'il faut garder en tête. Bien sûr, c'est une indexation excessivement importante et c'est la prestation de décès à la retraite. Je vais y revenir sur ces 2 éléments-là. Alors, l'autre job que vous avez à faire avant de commencer à faire l'exercice, c'est de connaître la structure des prestations dans votre régime. Pour quelqu'un qui s'en va à sa retraite, là, c'est combien qu'il y a? C'est-tu adéquat, c'est-tu inadéquat? Parce que, voyez-vous, ça va venir influencer vos choix. Vous savez, il y a des régimes, là, où les gens partent à la retraite puis ont à peu près 120-125 de l'argent qu'ils gagnaient dans l'année qui précède la retraite. Il y en a, j'en ai vu. Alors qu'il y a des régimes qui, les gens, c'est un petit peu plus difficile. On est à 60 55 puis selon la période de retraite. Alors, gardons en tête qu'il n'y a pas de solution universelle et que vous allez devoir faire cet exercice-là dans chacun de vos régimes. Alors, j'ai appelé ça intermède pour me permettre de prendre une gorgée. Puis en même temps, OK, jusqu'ici, là, on a convenu d'une phase aiguë, mais d'un mal chronique, excessivement important. On a convenu aussi que notre problème, c'est un problème de volatilité de rendement principalement. Ce qu'on a convenu aussi, c'est qu'il fallait concilier les préoccupations patronales et des participants si on voulait trouver une formule acceptable par les 2 parties. Et compte tenu de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait changer notre prémisse de financement, qu'il fallait introduire des marges de sécurité. Et on sait comment créer cette marge-là. Cotisation, prestation. Vous avez appris c'était quoi la structure de prestation dans vos régimes de retraite. Puis maintenant, il vous reste à choisir le bon dosage. Et on rentre dans cette formule de dosage. C'est quoi le bon dosage? Quels sont les éléments de solution à votre disposition de façon pratico-pratique? Bien, avant de tomber là-dedans, considérations générales, mais qui sont très pratiques, par exemple. Première, on ne commencera pas à trafiquer le service passé. On va travailler sur la participation future. Puis ça, gardez ça dans la tête. Souvent, en présentation, il faut le répéter 3-4 fois parce que ce n'est pas naturel dans la tête de vos membres. OK? Deuxièmement, OK? Il faut comprendre que même si on ne change que la participation future, il va y avoir des modifications que vous pouvez amener pour le futur qui vont tranquillement induire un changement de comportement relativement au service passé. Par exemple, si vous reculez, reportez l'âge de la retraite, sous certaines conditions, vous la reportez d'un certain nombre d'années. Ça ne veut pas dire que vous empêchez les gens de partir à la retraite, là, je vais y revenir, là, mais ce que ça va faire, c'est que les gens vont effectivement partir un petit peu plus tard à la retraite. Mais ça va avoir un impact sur le passif. L'impact sur le passif, ça va venir aider l'employeur parce qu'on dit à l'employeur, c'est toi qui te débrouilles pour le service passé. Bien là, encore une fois, il va falloir s'arranger pour se faire donner un genre de crédit pour l'effort qu'on a fait. Alors, il faut garder ça en tête. Autre chose aussi qu'il faut garder en tête, OK, c'est que on va demander un effort de financement
à nos membres? Bien, il ne faudra pas que ce soit juste un petit groupe qui ait à faire cet effort de financement, parce que si on faisait ça, on court à notre perte. Oh, ça ne sera pas facile de faire un effort de financement égal, parfait pour tout le monde. Mais il va falloir s'assurer que l'effort de financement se fasse entre les jeunes et les plus âgés, entre les actifs et les retraités. Pour le futur. N'oubliez pas, la participation future. Évidemment aussi, les ingrédients que vous allez choisir vont dépendre du niveau de vos cotisations. Si vous cotisez 9 bien là, si vous allez flanquer une hausse de cotisation de 2 on est rendu à 11 ce n'est pas le même portrait que si vous cotisez 5 puis que là, vous décidez d'en mettre 2,5 de plus. Pas mal plus acceptable dans le deuxième cas que dans le premier cas. OK? Et jusqu'où allez-vous aller dans l'effort? Bien, l'effort, ça va dépendre. Ça va dépendre, encore une fois, du design actuel du régime. Puis à chaque fois que vous allez examiner une avenue, soit la cotisation, soit un réaménagement, un repositionnement des prestations, bien, vous allez devoir regarder c'est quoi son incidence sur le coût de service courant. À la baisse? Oui. Puis en même temps, ça c'est le bout de financement, sur la rente des retraités. Ça aussi, c'est important. Vous allez devoir regarder les deux. Et si vous n'avez pas le moyen d'identifier et l'un et l'autre, bien, vous faites un choix à l'aveugle. Mais là, ça fait partie des chiffres auxquels Marie-Josée faisait référence. Ce n'est pas si compliqué. Il y a des règles du pouce, très simples, qui ne vous forcent pas avant là, à demander un paquet d'évaluations à l'actuel du régime. Bien sûr, à la toute fin, là, quand vous allez vouloir apporter des modifications, bien, l'actuel du régime va vouloir dire son mot, va vouloir dire, bien, écoute, là, si tu changes ça, voici l'impact. Mais dans votre réflexion préalable, les règles du pouce vont vous permettre d'avoir une maudite bonne idée de l'orientation que vous pourriez prendre. Une dernière idée ici que j'ai rajoutée à la toute dernière minute parce que je l'avais oubliée, puis je me suis demandé comment je pouvais avoir oublié cette idée-là. Il ne faudra pas oublier et rapidement de faire cheminer nos membres. Vous avez la chance de cheminer en menant des séminaires, des colloques, en étant exposé de par votre job, de vos fonctions syndicales au régime de retraite. Vos membres ne le sont pas. Vos membres ne le sont pas. Et vos membres peuvent penser qu'il y a juste une phase aiguë dans nos régimes de retraite alors que c'est un mal chronique. Bien, ça va faire partie de votre job. De votre job, d'aller voir vos membres, puis de leur expliquer, puis de leur dire pourquoi on doit s'en aller dans cette direction-là. Et la job, elle commence là, OK? Excessivement important. Parce que si on ne fait pas ces choix-là, nos régimes de retraite, c'est clair, clair. Nos régimes de retraite vont disparaître. Puis je parle des régimes à prestations déterminées. Alors, entrons dans des considérations très pratiques. Hausse de cotisation. Bien, c'est clair que si tu augmentes la cotisation de 2 bien, tout le monde qui a un salaire doit verser 2 de plus. Alors, par rapport aux critères, qui est touché par la solution, l'élément de solution, bien, c'est tout le monde. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de difficulté. Évidemment, je l'ai mentionné tantôt, le seuil de tolérance des participants, si tu es à 9 ou si tu es à 5 ce n'est pas du tout la même histoire. OK? Puis, vous allez aussi avoir la tentation de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Bien, vous savez, ce n'est pas si facile que ça d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ça dépend de quelle façon les régimes de retraite ont été négociés. Où a été l'emphase dans les dernières années dans cette unité syndicale-là? Alors, il faut être quand même prudent. C'est beau de regarder à côté, regardez dans votre cours, c'est quoi qui se passe. Vous comprenez bien aussi que les cotisations qu'on verse sont déductibles d'impôts.
Ici, je ne veux même pas rentrer dans cette idée-là, mais la règle de 50 vient augmenter le coût de service courant. L'idée est la suivante, c'est que plus tu augmentes tes cotisations, plus ça induit une augmentation de coûts dans le régime parce qu'un jour, l'actuaire évalue que si tu t'en vas, tu risques qu'on te remette une partie de cette cotisation-là. Quand on cotise 4 ça n'a pas d'impact. Mais quand on passe de 8 à 9 puis de 8 à 10, là, puis je ne rentre pas dans le technique, là, mais il y a quelque chose qui est mauditement fatigant là-dedans. Et toutes les représentations qui ont été faites jusqu'à date à la Régie des rentes, quand on voulait parler de marge de sécurité, on voulait dire à la Régie, débarrasse-nous de cette règle de 50 là-dedans, parce que nos gens vont en rajouter 2 mais le coût du régime va augmenter de 4 de 0,4, 4 dixièmes de 1 Voyons donc, ça ne se tient pas. Alors, il y a des réflexions qui se font là-dessus sur la Régie. Et la dernière idée, par rapport à la hausse de cotisation, bien, il faut garder en tête que l'objectif principal, c'est de créer une marge de sécurité. Ce n'est pas de réduire la cotisation de l'employeur. Regardez un exemple ici. On a un régime où, d'une part, il y aura des cotisations du membre de l'employeur, puis à droite, c'est le coût de service courant. Il y a une différence entre les deux, là. OK? Ce qu'on cotise, là, c'est une chose, mais ce qu'ouvre le régime, c'est autre chose. Normand Lacquer mentionnait tantôt, on a cotisé moins que ce que le régime valait. On a pris des congés de cotisation. Évidemment, ce qu'on va faire ici comme résultat, ça va être l'inverse. Se créer une marge, ça veut dire qu'il faut que ce qu'on cotise soit plus élevé que le coût de service courant, que ce qui est garanti dans le régime de retraite. Prenons comme exemple, vous cotisez 6,5 comme membre et on a un coût de service courant de 15,5. Alors, vous savez que, en vertu de la loi, l'employeur doit combler la différence et la différence, si je ne me suis pas trompé, c'est 9 Je comprends aussi que si vous augmentez vos cotisations de 2 vous êtes prêts, vous avez acheté le principe d'une marge. Puis là, on parle service courant, le futur. Le passé, là, je le rappelle, on ne peut rien y faire. Mais le futur, alors, 6,5 plus 2, ça fait bien 8,5. Mais voyez-vous, si vous maintenez le coût de régime à 15,5, puis que l'employeur, lui, en profite pour baisser de 2 sa cotisation, bien, il va se retrouver à 7, et 8,5 plus 7, ça fait 15,5. Le coût de régime vaut 15,5. Vous n'avez créé aucune marge, puis vous vous êtes fait avoir. Rien n'est réglé. Pas de même que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est que sa cotisation réduite de 2 regardez ça. OK. L'employeur doit maintenir sa cotisation à 9, ce qui fait que le total, c'est 17,5, puis le régime, il en vaut 15,5. Puis ce qu'on vient de faire ici, là, on vient de créer une marge de 2 des salaires. Mais 2 des salaires, là, c'est 2 divisé par le 15,5. Puis 2 divisé par 15,5, c'est 13 Vous venez de vous donner un coussin, une marge de sécurité de 13 Puis cette marge de sécurité-là va être capable d'absorber des fluctuations futures avant qu'il y ait des hausses de cotisation, que ce soit les vôtres ou celles de l'employeur, pour financer un déficit. C'est ça le principe. OK? Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus délicat, mais il faut en parler. Il y a 4-5 ans, j'avais le plaisir de faire des présentations puis de parler aux gens en leur disant qu'un jour, on aurait à reporter notre âge de retraite. Et, vous savez, reporter notre âge de retraite, là, c'est pas comme on est rendu à 65 puis on reporte ça à 67 comme la PSV, là. C'est pas ça, là. L'idée, c'est de dire, on peut-tu faire en sorte de reculer un peu notre âge de retraite? Je me faisais un peu lancer des roches de façon figurative, OK? Il y a 1 an et demi, j'en ai reparlé, bien là, les projectiles étaient un petit peu plus mous. C'était des tomates, OK? Les gens commencent à se faire à l'idée, OK? J'ai-tu écrit ça? Les gens commencent à se faire à l'idée que dans un régime de retraite, on va devoir reporter quelque peu l'âge de retraite pour encourager, pour bien des raisons, OK? Encourager nos gens à rester un petit peu plus longtemps, pour conserver de l'expertise. En tout cas, on peut la justifier, notre report d'âge de retraite. Mais gardez en tête, cependant,
Je ne parle pas pour le service passé. Je parle d'un âge de retraite pour le service futur qui soit différent du service passé. Excessivement important. OK? Déjà, nous avons changé notre comportement. On le voit dans les évaluations actuarielles. On voit que les gens reportent naturellement leur retraite 6 mois, 1 an et demi plus tard. C'est déjà en phase de s'introduire dans nos mœurs. OK? Et à partir du moment où ça s'introduit, imaginez là, le scénario à l'extrême, que subitement, tout le monde recule de 2 ans à l'âge de retraite. Ça va faire quoi? Ça va développer des surplus, puis les surplus, l'employeur va se les approprier pour effacer le déficit passé. Reporter de l'âge de la retraite, là, quand je dis, il serait préférable de s'en approprier la valeur d'économie maintenant. Ce que je dis, c'est monnayons pendant qu'il est encore temps, pendant que ça vaut de l'argent. Puis à partir du moment où on accepte, pour le service courant, pour le service futur, de reporter l'âge de retraite, on est capable de se créer une marge. OK? Et une règle du pouce, là, si vous reportez d'1 an l'âge de retraite, on peut penser que ça a une incidence d'à peu près 4 sur le coût de service courant. Attention, là, si vous avez un coût de service courant, je vais en prendre un facile, là, les multiplications, ce n'est pas mon fort. Si, par exemple, le coût de service courant, c'est 10 alors c'est une économie de 4 du 10, bien, c'est 4/10 de 1 Alors, chaque année qu'on va reporter l'âge de retraite peut nous permettre de créer une marge. Les gens vont me dire « Hey, on est en train de reculer dans nos prestations. » Ouais. Bien, moi, je vais vous dire quelque chose. On est en train de se repositionner. Un repositionnement. Et c'est excessivement important. Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir un meilleur financement de nos régimes de retraite ou bien d'être capable de partir à sa retraite 1 an plus tôt? Bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les modifications à la structure des prestations. On se repositionne. On est en période de crise. On essaie de trouver des solutions pour le futur pour faire en sorte que nos régimes de retraite soient viables et pérennes à long terme. L'âge de retraite, je l'affirme, c'est une solution. Il faut la réfléchir. Chaque régime de retraite n'est pas rendu à la même place. Faisons attention. OK? Et encore une fois, je l'ai mentionné, ça va induire ici une prise de retraite plus tardive, ce qui va venir contribuer également tranquillement à réduire le service passé. Je l'ai mentionné, ce n'est pas parce qu'on recule de 2 ans à l'âge de retraite qu'on ne peut pas partir à la retraite. On peut partir, mais on aura une réduction. On aura une réduction du montant de la rente parce qu'on est parti plus tôt. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être une incidence progressive sur nos revenus de retraite. OK? Puis l'autre bonne nouvelle, on a toujours le choix de reporter de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an notre retraite si on trouve qu'on est trop frappé par la baisse. J'ai fait ici un petit tableau juste pour illustrer l'idée, là. Le titre, là, je recule de 2 ans à l'âge de retraite, puis si je pars avant, j'ai une pénalité de 5 Alors, mettons qu'aujourd'hui, je décide de partir. Aujourd'hui, j'introduis la modification. Bien sûr, la modification, elle touche les années futures, la deuxième colonne. Je n'ai pas d'années. Je pars à ma retraite avec mes 30 années. J'ai 100 de ma rente. Je pars dans 1 an, dans 2 ans. Bien, j'ai une pénalité de 5 sur une année, mais j'ai 29 années sans pénalité. 99,67. Je me suis dit que j'étais mieux de mettre 2 décimales. OK? 2 années, 99,33. 5 années, 98,33. Ça veut dire que quelqu'un qui s'en irait dans 5 ans, bien oui, sa rente serait à 98,33. Il perdrait 1,67 Il pourrait travailler un peu plus longtemps. Attention, gardez en tête, je ne suis pas en train de frapper sur les futurs. Parce que, voyez-vous, quand vous allez faire votre réflexion pour remanier la structure, peut-être que dans votre régime, vous n'aviez pas d'indexation. Puis que là, vous allez créer une marge de cette façon-là. Puis la marge, elle a 2 objectifs, sécurité, indexation conditionnelle. Alors, ce n'est pas évident que c'est une réduction de prestations
Je vous l'ai dit, c'est un repositionnement. Puis regardez ici, à ce moment-ci, quelqu'un qui s'en irait, bien sûr, dans 30 ans, bien, dans 30 ans, on aurait une pénalité de 10 Mais celui qui s'en irait dans 30 ans, toutes ces 30 années, on pourrait, si on a fait la job comme du monde, y attacher une indexation conditionnelle. Alors, le 10 qui perd, il va être en mesure de le rattraper dans le futur. Excessivement important, cette chose-là. OK? Je me suis dit aussi qu'il y avait, en modifiant des prestations, la capacité de créer une marge. Alors, j'ai pris ici un régime à 8,5 et ici un régime qui vaut 17,5 de coût de service courant où l'employeur verse 9. Un régime à 17,5, c'est un régime où il y a de l'indexation garantie. Puis l'indexation garantie, c'est dispendieux dans un régime de retraite. Par exemple, dans ce régime-là, l'indexation garantie coûtait 2,5 des salaires. Si on enlève la garantie sur l'indexation, notre coût de service courant devient 15 Bien sûr, on ne touche pas aux cotisations des membres, puis ni à celles de l'employeur. Mais on a 17,5 versus 15. On a 2,5 de marge, on a une marge de 17 du coût. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette marge-là? Même si, par exemple, on a enlevé l'indexation garantie pour un meilleur équilibre intergénérationnel, pour se créer une marge, bien, on est capable de maintenir, par exemple, une indexation conditionnelle avec un objectif de 50 de l'IPC. Et ça fonctionne comment, une indexation conditionnelle? Bien, c'est une indexation qui est financée comme si elle était garantie pour tous les participants. Comme on faisait avant, on fait un comme si, mais en réalité, on ne la verse qu'aux participants retraités tranche par tranche. Comprends bien, là, je ne vous parle pas de ceux qui sont déjà à la retraite au moment où on introduit la modification. Je parle de vous, là, qui allez prendre votre retraite dans 5 ans. Puis dans 5 ans, quand vous allez prendre votre retraite, vous allez avoir 5 années avec une indexation conditionnelle. Et là, à ce moment-là, on va vous donner une tranche. Si ça va bien, on vous la donne, puis ça ne va pas bien, on ne vous la donne pas. C'est de même que, comme retraité, vous allez participer à l'effort de financement. Évidemment, la décision, c'est une décision qui se prend chaque année. Et une fois qu'on vous a donné cette tranche-là, vous la gardez. Par exemple, vous avez 20 000 de rente annuelle, puis que là, on décide une année de vous en donner 2 puis mettons que 20 000, là, le régime est en vigueur depuis 30 ans. Bien, 2 de 20 000, c'est 400. Alors, au lieu d'avoir 20 000 toute votre vie, vous allez avoir, à partir de maintenant, 20 400 toute votre vie. 20 000 plus une tranche de 400. L'année suivante, on décide que oui, on peut, mais là, la tranche additionnelle, ce n'est pas 400, c'est 200 $. Ton 400, tu l'as tout le temps, tu vas avoir 20 000 plus 400 plus 200. La troisième année, ça va mal. On avait besoin de l'argent pour absorber une fluctuation. Bien, tu n'auras pas d'indexation, mais ta tranche de 400, ta tranche de 200, tu vas la garder dans tes poches. OK? Évidemment, le montant de la tranche, ça va dépendre de la marge que nous avons dans nos régimes. OK? Et ça va être aussi conditionnel à un certain niveau minimum. On ne commencera pas à t'indexer si on n'a pas suffisamment pour faire face à des fluctuations futures. Sauf que, de sorte que si la marge n'est pas suffisante, il n'y aura pas d'indexation cette année-là. Mais il y aura toujours possibilité, une fois que la marge sera récupérée, d'accorder une indexation pour cette année-là et aussi d'effectuer une sorte de rattrapage pour le passé. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette façon de faire, mais le principe, il est là. OK? Et vous l'avez vu, l'incidence financière sur le coût de service courant peut être estimée à environ 10 pour chaque 1 d'ajustement. C'est des règles du pouce. Ça veut dire que dans un régime qui vaut 17 et tu enlèves l'indexation et tu la rends conditionnelle, bien 17 10 tu peux peut-être te créer une marge de 1,5 1,7 ce qui n'est pas négligeable.
Maintenant, gardez en tête qu'actuellement, la Régie des rentes va accoucher d'une directive, va finaliser sa réflexion par rapport à cette indexation conditionnelle. Un autre exemple ici, vous cotisez 6,5, coût de service courant est 15, l'employeur 9. Premièrement, disons que vous avez reculé de 2 ans à l'âge de la retraite, ça vous a créé un coussin de 1,2 %. Parfait. Ce qui fait que le coût de service courant, au lieu d'être à 15,5, il est à 14,3. Comme membre, vous acceptez en plus de cotiser 2 %. Ce qui fait que vous cotisez 8,5 %. Puis l'employeur, lui, il s'assoit puis il dit, moi, je continue à cotiser mon 9 %. Probablement que l'employeur a un gros déficit à s'occuper pour le service passé. Attention, OK? Je ne veux pas porter de jugement là, sur l'effort de l'employeur ou pas. Mais on comprend que dans le régime à 15,5, c'est un régime qui n'avait pas d'indexation. Là, on a baissé le coût du régime à 14,3, mais on cotise 17,5. L'écart entre les deux, là, ça représente 3,2 % des salaires. 28 % du coût. Devinez ce qu'on fait avec cette marge-là? Même si dans le régime, on a augmenté nos cotisations, même si dans le régime, on a réduit, on a reporté l'âge de la retraite, on vient maintenant de rajouter une indexation conditionnelle. Et cette indexation conditionnelle pourrait permettre de verser une indexation qui pourrait atteindre comme objectif 75 % de l'indice, de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Comprenez bien l'idée, là. Un repositionnement. Oui, on donne du lousse quelque part, mais pour une meilleure sécurité, puis en même temps, pour modifier certaines lacunes qu'on n'avait pas dans notre régime. Puis vous voyez que ça s'applique autant à un régime qui est indexé, dont on va rendre l'indexation conditionnelle, ou un régime qui n'était pas indexé, mais qu'on est capable d'introduire une indexation conditionnelle. Ça a l'air magique, mais ce n'est pas magique. OK? C'est uniquement des chiffres. On a changé notre prémisse de départ. C'est ça que je voulais dire quand on dit « changeons notre prémisse de départ ». Prestation de décès. Prestation de décès, il y a aussi de la place à cet égard-là pour créer une marge. Vous savez, évidemment, on peut la créer simplement si dans le régime, on a une forme normale de rente, c'est-à-dire une prestation de décès qui est une rente qui est réversible au conjoint, qui est financée par le régime, habituellement 60 ou 50 %. Puis ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait la transformer puis la remplacer par une garantie de versement pendant 5 ou 10 années après le début de la retraite. Bon. Mettons qu'on fait ça, OK? Quand on fait ce genre de choses-là, on comprend que tous les participants qui, au moment de la retraite, ont un conjoint, vont faire un effort. Pourquoi qu'ils vont faire un effort? Parce que la loi leur donne à leurs conjoints, et non pas aux participants, donne aux conjoints la possibilité de choisir une rente réversible à 60 %. Et à partir du moment où on vous a enlevé le 60 %, bien, pour être capable de l'offrir, bien, vous allez devoir baisser votre rente. Pourquoi? Pour que ça ait la même valeur. Étant donné qu'on va vous en donner, c'est-à-dire qu'on va en donner à votre conjoint plus à sa retraite, c'est-à-dire après votre retraite, bien, on va vous en donner moins pendant votre retraite. Mais comprenez bien, là, encore une fois, je le rappelle, on ne touche pas le passé, là. Le passé, on n'y touche pas. On touche le futur. OK? On touche le futur seulement. Alors, maintenant, vous partez à votre retraite 3 ans après la mise en place d'une telle modification, bien, tu vas avoir 27 trentièmes de ta rente sur lequel va être rattachée une réversibilité à 60 %, puis tu vas avoir 3 années sur 30, laquelle va être rattachée une rente garantie de 10 ans, si tu réussis à convaincre ton conjoint ou ta conjointe de ne pas prendre le 60 %. Puis si tu ne réussis pas, la réduction va être minime. OK? Bon. Évidemment, quand on fait ça, on doit se demander, c'est-tu logique de faire ça? Vous savez, la rente du 60 % que la Régie a introduit il y a de nombreuses années, bien, était là pour protéger le conjoint. Puis était là pour, à l'époque, protéger les femmes qui, et là, je ne suis pas sexiste, là, hein? Tirez-moi pas des roches, là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, 35 ans, quand on regardait la proportion des femmes qui étaient sur le marché du travail,
Les hommes, c'était 65 à 70 %. Les femmes, on était à 25 % à peu près. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins la proportion des femmes, mais pas tellement que ça. OK? Évidemment, on pourrait amener d'autres arguments pour ne pas la faire, mais c'est une considération à donner. OK? Et l'autre considération à donner, c'est que cette modification peut être vue comme apportant un meilleur équilibre entre les participants actifs, sans et avec conjoint. Ça a été mentionné tantôt par les panélistes. OK? Donc, il y a des justifications à faire ça, mais ça, là, c'est vous autres les décideurs. Une fois là, que je vous dis ça, une fois que vous examinez la situation dans votre régime, vous avez à prendre des choix. Puis des gens m'ont dit, « Ouais, mais on fait ça, on recule. » Encore une fois, n'oubliez pas, si avec ça, tu rajoutes une indexation que tu n'avais pas, conditionnelle, mais que tu n'avais pas, as-tu vraiment reculé? Si avec ça, tu as renforcé ton financement, as-tu vraiment reculé? Je ne pense pas, moi. Je pense qu'on a progressé. On s'est repositionné. Viendra le temps où on se replacera. Évidemment, encore une fois, l'incidence, je l'ai exprimé, va être très progressive pour le futur. Ça vaut combien, ça? Une règle du pouce? C'est à peu près 5 % Si tu veux changer un 60 % une garantie de 10 ans, c'est à peu près 5 % du coût du régime. Fait que si tu as un régime à 16 puis que tu veux modifier ta prestation de décès de 60 à 10 ans, bien, ça va te faire une marge de 0,9 % Des salaires, une marge de 5 Bien, une marge par-ci, une marge par-là, là, ça peut nous permettre de sauver nos régimes de retraite. Un dernier item sur lequel je veux m'exprimer, c'est la question du partage des risques. Les employeurs nous ont dit, écoute bien, là, si tu ne veux pas que je termine ton régime, si tu ne veux pas qu'on s'en aille dans une cotisation, il va falloir que tu m'aides à partager les risques. OK. Bon. Ça veut dire quoi, partager des risques? Dans quelle aventure vous vous engagez? Parce que, voyez-vous, partager des risques, là, d'après moi, ma compréhension, ça veut dire déterminer qui est responsable des déficits, puis dans quelle proportion, mais des déficits, mais aussi des variations de coûts de services courants. Déficit, c'est pour le passé, puis service courant, c'est pour le futur. Alors, ce qu'on doit garder en tête, c'est que les déficits reliés au service passé avant la mise en place, par exemple, d'une formule de partage de coûts, puis il y a les déficits pour service passé à compter de la date. Mais attention, quand je dis à compter, c'est que vous avez un passif pour toutes les années avant une date donnée, puis ce passif-là a un déficit, mais ce passif-là, le déficit pourrait augmenter dans le futur. Ça, là, c'est ici que je place avant la date de mise en place. Puis le déficit pour le futur, c'est le déficit relié à toute la participation future à compter d'aujourd'hui. Évidemment, la première année, il n'y en a pas de déficit. Mais la deuxième année, il peut en avoir un, il peut avoir des surplus, etc. OK? Donc, on a deux déficits. Ça, là, c'est de la dynamite, là. Le déficit relié au service passé. Vous avez le droit d'allumer la mèche, si vous voulez, là. Ça vous appartient. Mais il faut juste comprendre, OK, qu'un partage des risques reliés au service passé, ça peut amener une hausse brutale et sévère. Pourquoi? Parce que les engagements par rapport au service passé sont élevés. Il faut faire excessivement attention. Et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes sujet à la solvabilité. Capitalisation, ça peut être un moindre mal. Ça peut être un moindre mal, mais pas la solvabilité. Solvabilité de ce temps-ci, on y goûte. Alors, faites bien attention si vous avez à vous aventurer dans cette voie-là. Évidemment, je l'ai mentionné, il y a les déficits reliés aux services futurs. Et dans ce cas-là, ça va se faire progressivement parce que le service futur, c'est comme si c'était un nouveau régime. Tu n'as pas beaucoup de passifs. En fait, tu n'en as pas l'année 1. Mais tranquillement, il va se bâtir. Et là, à ce moment-là, votre risque d'avoir à payer le déficit va augmenter. Mais attention, il va augmenter, mais ça dépend. Avez-vous une marge de sécurité pour le service futur? Si vous avez une marge de sécurité, avant d'avoir à partager le déficit, qu'est-ce qui va absorber un déficit? Ça va être la marge de sécurité. Puis ça va être la marge de sécurité qui va être la première ligne de défense. La deuxième ligne de défense, ça va être quoi? Tu cotises déjà plus que le coût de service courant.
ça va être cette marge-là. Puis la troisième, bien là, ça va être vous autres qui allez devoir à cotiser pour absorber le déficit si vous vous en allez dans cette voie-là. Puis vous pouvez prendre n'importe quelle formule que vous voulez. C'est du 50-50, 20-40, 20-40, 20-80, 40-60. C'est pas important, là. Ce qui est important, c'est que vous sachiez dans quoi vous vous avancez. OK? Et évidemment, je le mentionne, l'existence ou non de la marge, de même que le niveau de la marge, va venir affecter la probabilité. Puis à la limite, là, si vous avez une marge de 25 ou une marge de 20 une marge de 18 on peut bien dire à l'employeur, écoute, là, nous autres, on a fait l'effort parce que cette marge-là, on l'a créée à même nos cotisations. Alors, c'est là notre effort. Fait que, voyez-vous, la formule de partage, là, c'est un élément de solution. Vous n'êtes pas obligé de partager. Puis, vous n'êtes pas obligé d'en prendre la moitié. Vous pouvez peut-être en prendre 20, ça dépend. Mais ça dépend de la marge. Commencez d'abord à penser, à réfléchir la marge, puis après ça, on regardera comment on peut partager des déficits. Et ici, là, je l'ai mis, là, il y a déficit de capitalisation et puis il y a déficit de solvabilité. Ce n'est pas la même chose. Un dernier élément, c'est que l'employeur peut également vous dire, écoute, mon coût de service courant, il va grimper dans le futur. Ou il peut baisser dans le futur. Et je voudrais que tu partages ce changement-là de coût de service courant. Attention, ce n'est pas un yo-yo, cette affaire-là, de coût de service courant. Là. Ça ne bouge pas à pleine vitesse. Mais si l'actuaire baisse ses hypothèses, OK? Si l'actuaire renforcit une table qui était peut-être déficiente de mortalité, ça peut entraîner une hausse du coût de service courant. Alors, avant, encore une fois, de vous embarquer dans cette aventure-là, vous allez devoir vous assurer qu'est-ce que ça implique pour le futur. Ou, on parle du futur, alors il n'y a pas de réalité, il y a juste des prédictions, mais de voir dans quelle direction qu'on s'en va. Et un dernier élément, on avait des clauses banquiers. Vous savez, des clauses banquiers, c'est qu'on avait des déficits, l'employeur payait. On me dit de ne pas trop m'avancer là. L'employeur payait. Et s'il y avait des surplus futurs, l'employeur était capable de se remettre à flot en pigeant dans les surplus futurs. Bien, ce que j'ai voulu mettre ici, là, j'ai voulu mettre un bémol ou 2 ou 3 bémols. Vous savez, je ne suis pas bien personnellement friand de clauses banquiers pour le futur. Pourquoi? Parce que, si on a des surplus dans le futur, là, bien regarde, si on a mis des marges, là, bien là, moi, je ne voudrais pas que personne, on vienne piger là-dedans. L'expérience passée nous l'a montré. Ce n'est pas quelque chose de viable à long terme, des clauses banquiers. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on a une grosse carte de crédit dans laquelle on n'a pas payé. À un moment donné, la seule chose qu'on doit faire, on n'est plus capable de remonter la pente. Donc, soyez très, très, très prudents par rapport aux clauses banquiers. Puis vous voyez que cette idée-là, cette idée de créer une marge à l'intérieur de nos régimes actuels, c'est une idée qui rejoint les RRFS. C'est une idée qui rejoint les régimes à prestations cibles. Des RRFS, des régimes à prestations cibles, c'est des régimes à prestations déterminées. Mais avec des marges. Des marges différemment. Peut-être, mais des marges. Et à ce compte-là, on peut penser que créer des marges, cette idée-là, elle est née il y a quelques années. Elle était présente il y a 20 ans dans l'ouest du pays. Et honnêtement, je crois qu'il faut s'en aller dans une direction de créer des marges. À mon sens, c'est là la solution. Et il ne faut pas attendre que l'employeur nous arrive avec des propositions, parce que là, le renouvellement de la convention collective dans 1 an et demi, je crois que ce serait une erreur. Pour ma décision, c'est la vôtre. Mais je pense qu'il faut être proactif. Alors, je ne sais pas quelle heure qui est, là, mais j'ai terminé. OK? Merci. Je vous attends, Mme No.
suis désolé de vous avoir pris à dépourvu. Habituellement, je donne des signes d'épuisement, là, mais... Merci, Jean. Alors, j'imagine qu'il y a des questions, des interventions. Oui, Oui, micro. Claire Bouchard, SCFP 1294, syndicat des employés de soutien de l'UQAM. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une rencontre que vous avez eue avec des gens d'une compagnie ou d'un syndicat et qui, le jeune vous disait, moi, heureusement, j'aimerais que vous reveniez là-dessus parce que lui, il vous a dit, heureusement, je veux dire que j'avais le choix, donc j'ai décidé de ne pas cotiser. Et vous avez dit, bien, vous avez passé rapidement, vous avez dit, bien, moi, j'ai dit que j'étais d'accord avec lui, mais j'ai dit que moi, j'embarquerais dans le régime à prestations déterminées. Alors, justement, il y a certains intervenants qui l'ont dit. Le problème, c'est, puis vous l'avez dit aussi dans votre présentation, que c'est important que nos participants, que nos membres soient convaincus de la nécessité d'agir sur nos régimes de retraite. Ce que j'aimerais entendre de vous, c'est concrètement, je veux dire, quels sont les arguments qu'on peut donner à nos jeunes membres qui, eux, sont soit convaincus qu'ils vont mourir avant 60 ans, soit convaincus qu'ils ne resteront pas dans la compagnie ou dans l'établissement, soit encore que tout seul, ils arriveraient à avoir des bien meilleurs, parce que c'est ça l'idée. Moi, je suis capable de me débrouiller tout seul, puis finalement, je n'ai pas besoin de syndicat, puis j'ai encore moins besoin d'un régime de retraite. Puis c'est juste de l'argent qu'on m'empêche si vous voulez, de faire quelque chose que je veux avec, là, c'est ça. Okay. Alors, j'aimerais ça que vous nous parliez des jeunes. OK. Écoutez, par exemple, vous savez, dans nos régimes de retraite, on a mis en place des prestations de retraite, des prestations de départ. Puis dans beaucoup de régimes de retraite, et dans ce cas-là, c'en est un, la prestation de retraite, c'est une retraite à 57 ans, sans réduction. Mais si le participant s'en allait, mettons, à 40 ans, bien lui, il n'y avait pas une rente qui commençait à 57 ans, ou la valeur d'une rente à 57, il y avait la valeur d'une rente à 65. Ça se faisait littéralement avoir. Parce que, voyez-vous, la différence entre une rente qui commence à 65, parce que dans ce régime-là, il y avait une rente viagère, puis des rentes de raccordement. Alors, premièrement, si tu as le droit à une rente à 65 au lieu de 57, bien, il te manque 8 ans de rente viagère ou de valeur de rente viagère pendant 8 ans pour quelqu'un qui s'en va avant la retraite. Puis la deuxième chose, c'est qu'il te manque, dans 8 ans, la rente de raccordement. Et ce qui a été fait dans ce régime-là, et je lui ai dit, tu as raison, on a changé ça. On ne veut plus avoir ce genre de choses-là. Ce qu'on veut avoir, c'est une rente, OK, dont la valeur, si tu t'en vas à la retraite avant d'atteindre 60 ans, sera non plus à 65, mais à 60 ans, incluant la valeur du bridge. Et ce qu'on a fait dans le passé en disant que les participants qui lâchent la job avant, bien, c'est des participants qui ne votent pas en assemblée. OK? Je le dis de même, ma caricature. OK? Nous autres, on fait voter des choses, on n'a pas des modifications pour des gens qui vont se rendre jusqu'à la retraite. Bien, ça, c'est le coup de lapin qu'on a par la tête. Et c'est cette réponse-là que nos gens nous donnent. Et si on fait ça, on est en mesure d'apporter que quand le membre va s'en aller à 40 ans, 45, bien, il va avoir une valeur correcte par rapport à sa contribution et à la contribution et à l'effort financier, le sien et celui de l'employeur. Clairement, si tu t'en vas à ta retraite, si tu lâches la job, ça fait 10 ans de participation, puis tu avais l'espoir de t'en aller au bout de 30 ans, bien, ce qu'on va te donner, c'est à peu près 10 centimes la rente. Alors qu'avant, on t'en donnait pas mal moins. Alors, ce qui fait que nos participants disaient, j'aime bien mieux un régime à cotisation déterminée, un jeune. Évidemment, le jeune, lui, il ne comprend pas cette dynamique-là, mais il y a moyen, avec des tableaux, d'illustrer à quel point nos jeunes, dans un régime comme celui-là, si on corrige la prestation de départ, puis si on l'enligne
comme la prestation de retraite au même âge, on lui donne la même valeur. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher dans le régime. Mais ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'établir un équilibre entre nos plus vieux et nos plus jeunes. C'est ça qu'on a fait. C'est ça que je lui ai dit. Merci. Micro 2. Bonjour, Gérard Cyr, Club Bleu Ville de Québec. C'est une belle présentation. Moi, c'est une expérience que je veux échanger avec vous. Moi, je siège sur 2 comités de retraite à la Ville de Québec, sur l'ex-Québec puis sur les nouveaux régimes. Parce qu'en 2005, on a créé des nouveaux régimes, 6 nouveaux régimes pour chaque association. Puis les anciens régimes continuent d'exister, là, puis la scission va se faire en juin 2012, 7 ans plus tard. Ça va bien, hein? Il faut vous dire que nous, là, ce que j'ai vécu là, dans les 2 dernières analyses actuarielles, c'est on s'est entendu sur des hypothèses, c'était assez ardu s'entendre sur des hypothèses actuarielles parce qu'il y a quand même une dizaine d'éléments. Là. Puis je vous dirais, là, ce qui n'est pas conséquent de l'employeur, on a été le dernier groupe à s'entendre sur les hypothèses actuarielles. Puis dans les hypothèses, là, vous avez le taux d'intérêt, OK? Puis les 5 premiers groupes, ils se sont entendus avec l'employeur pour à 6 d'intérêt par année. Comme dernier groupe, nous, bien, il est arrivé une personne de l'employeur qui a dit, compte tenu que le rendement boursier, tout ça va pas bien, on pourra peut-être analyser un rendement moindre, OK? Puis le rendement moindre, il a été proposé, c'est 4 par année. Puis on sait que la majorité des actuaires sont encore dans le 6 Mais par contre, il y a eu une bonne discussion au niveau du régime des membres du comité de retraite. Là, tu enlèves ton chapeau parce que je suis représentant des syndicats. Tu enlèves ton chapeau de syndicat, tu mets ton chapeau fiduciaire. Tous les arguments, parce que nous, quand le monsieur parlait hier, c'est les régimes de retraite, c'est les comités, là, on est un petit peu vulnérables parce que l'employeur, lui, est ferré, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de compétences. Nous, bien, on peut parler avec notre actuaire par téléphone après. Après ça, retourner faire le débat, là, quand tu as l'actuaire dans les yeux au téléphone ou tu l'as rencontré, pas tout à fait le même débat. Fait que là, on a eu quand même des félicitations du directeur général de la Ville en termes de négociation. On vous remercie de l'effort que vous avez fait au niveau des écoles bleues. Puis moi, je ne suis pas capable de comprendre que les 5 premiers groupes qui ont bossé avant, ils n'ont pas eu assez le culot ou fait la bataille pour leur faire accepter un 4 Je suis conscient que le 4 là, ça va nous aider dans les prochaines années, surtout si le rendement n'est pas fort, là. C'est sûr qu'au niveau de l'employeur, ça a creusé un déficit, là, à 4 là. Mais reste qu'au niveau de cette expérience-là, ça vient juste dire aussi que ces comités de retraite, là, on est quand même un peu vulnérable parce que l'ancien Québec, qui existe encore, notre membre représentant actif, votant, mais on faisait asseoir un actuaire avec nous. Puis il faut vous dire, les débats, tu n'as pas tout à fait les mêmes parce que même les hypothèses actuarielles, avec l'actuaire du régime, il y avait des bonnes discussions. Tandis que là, présentement, mais, comme je vous dis, c'est pas facile pour les membres du comité de retraite. C'est mon expérience vécue. Merci. Merci. Peut-être rajouter une chose, c'est que ceux qui ont eu un coût de service courant à 6 puis vous autres à 4 à un moment donné, on peut peut-être penser, 4, là, je ne connais pas toute l'histoire, là, mais que celui à 6 va risquer, si le 4 a raison, un jour de se retrouver de 6 à 4, puis à ce moment-là, ça va amener des déficits. Puis vous allez vous retrouver au même point ou presque. C'est que vous allez avoir financé d'avance un peu tout déficit potentiel qu'eux autres n'auront pas financé. Mais comme je dis, là, je ne connais rien de votre historique pour être capable d'être peut-être une réponse plus élaborée de le comprendre. Micro 1. Bonjour, Jean. Merci de ta présentation. Ronald Nantel, du SCEP 3094. Moi aussi, je suis fiduciaire sur 2 comités de retraite, un pour Norbord, un pour Tembec. Ma question, c'est, moi aussi, le futur, bon, je me pose beaucoup de questions, surtout avec le budget Flaherty. Il y a un trou, on voit au niveau de notre régime à prestation, au niveau de la prestation de raccordement, qui normalement s'harmonise là, avec les régimes gouvernementaux. Au niveau de la PSV, ça se termine à 65 ans. En 2016, on va avoir un trou de 2 ans là, qu'il va falloir combler. Je pense que ça va se faire par de la négo, mais as-tu des pistes ou
peut-être un petit peu des enlignements à ce niveau-là. C'est ma question. OK. Bien, c'est sûr que pour essayer de faire le pont, là, on va devoir négocier certaines choses, OK? Évidemment, on comprend que la modification de la PSV, là, c'est une modification qui va être progressive, là, OK? Je ne me suis pas penché à fond, là. C'est un peu trop tôt, là. Tu te rappelles, j'étais en Floride, fait que, tu sais... Alors, mais la modification, ma compréhension, étant très progressive, OK, on aura quand même le temps de voir de quelle façon on peut rajouter un peu du côté de la prestation de raccordement. On comprend que la prestation de raccordement, là, ce n'est pas une grosse priorité de coût dans un régime non plus, là. OK? Juste pour donner un ordre de grandeur, dans un régime comme le tien, là, la rente viagère, c'est peut-être 90 du coût, puis la rente de raccordement, c'est peut-être 10 du coût. OK? Alors, si sur le 10 du coût, on doit en rajouter un petit peu, bien, c'est peut-être quelque chose qui vaut 0,25, 0,30 la correction. Alors, on n'aura pas un gros effort à faire à cet égard-là. Puis peut-être que, à partir du moment où, en ayant négocié, on va devoir avoir à restructurer notre régime de retraite, bien, on va trouver de la place ailleurs. Je ne peux pas anticiper. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est certain que c'est un élément dont il va falloir prendre en compte. Mais c'est drôle, tantôt, je trouvais qu'on avait un participant, un panéliste qui nous disait, bien, nous autres, on l'a maintenu, cet élément-là, parce que nous, on avait, ça commence, notre prestation de raccordement va cesser au moment où la PSV va commencer. Alors, eux sont protégés de ce côté-là. Mais aussi, ça va entraîner. Tu sais, c'est l'autre facette du problème. Ça va entraîner une augmentation de coût pour eux, mais toi aussi, ça va t'entraîner une augmentation parce que tu vas devoir patcher ce petit bout-là qui manque. Mais ce n'est pas un coût majeur. OK? Aussi, si tu n'es pas en égo, puis ça se fait graduellement, j'imagine qu'il doit y avoir des calculs qui peuvent se faire par un actuaire pour peut-être essayer de niveler ou sur le régime. Ça peut se faire? L'actuaire va avoir à formuler une hypothèse à cet égard-là. OK? Mais comme je te dis, là, dans les premières années, là, ça va être très, très négligeable là, en termes d'impact de coût. Mais ce n'est pas négligeable dans la poche du travailleur qui, lui, n'aura pas sa PSV avant 2 ans, dans quelques années. Merci. Micro 2. Oui, bonjour. La retraite progressive, je pense que vous en avez parlé sans en avoir parlé. En tout cas, vous n'avez pas prononcé le mot retraite progressive. Non. Puis je me demande si vous avez livré le fond de votre pensée à ce sujet. Dit autrement, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact financier de l'introduction des retraites progressives sur nos régimes de retraite? C'est une maudite question. OK. En fait, 2 commentaires que je peux donner si je veux être bref, OK? J'ai participé à beaucoup de discussions sur l'introduction d'une retraite progressive. Le problème, ce n'est pas tellement les régimes de retraite, c'est l'organisation de travail. Puis les employeurs, là, ne sont pas prêts. C'est comme si, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va manquer de main-d'œuvre, mais ça fait 10 ans que les employeurs ont eu pour mettre en place une façon de travailler qui va permettre justement la retraite progressive. Là, on est en face d'une situation où, malheureusement, la réflexion commence seulement. Je peux te dire que c'est vraiment pas loin comme réflexion actuellement. Et oui, l'idée est bonne, mais comment la mettre en application? Actuellement, là, je ne pourrais pas te dire comment la mettre en application. Un autre élément aussi, il faut faire attention. Mettons que toi, tu veux partir, tu peux partir à 60 ans dans ton régime, mais c'est un choix individuel, hein, la retraite. Alors, dans ta tête, tu pars à 62 ans. Et là, l'employeur vient te voir ou t'offre quelque chose pour te dire, regarde, là, j'aimerais ça que tu restes plus tard que 60 ans. Hey, toi, tu veux partir à 62 ans, tu fermes ta boîte? C'est quoi tu me donnes pour? Ben là, ça va augmenter le coût. Tandis que ton confrère, lui, qui veut partir à 60 ans, bien lui, pour l'employeur, il va avoir le goût de te l'offrir parce que lui, il va vraiment prolonger, puis il va reculer son âge de retraite. Puis s'il recule l'âge de retraite, du moins sur une partie de la rente, ça va coûter moins cher. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas clair quel est l'impact d'une retraite progressive. Écoute, il y a à part de ça, tous les autres éléments hors régime de retraite. Hein? Hors régime de retraite veut dire ça coûte cher à un employeur d'engager de la main-d'œuvre, de la former. Alors, ça va lui donner une période plus longue. Donc, ça va être avantageux pour lui. Ça peut aider pour le passif aussi.
C'est excessivement complexe, l'impact de ça, mais personne a vraiment fait une réflexion à fond là-dessus, du moins à ma connaissance. Merci. Je ne vois plus personne au micro. Non. Donc, Tout le monde a faim. oui, tout le monde a faim, effectivement. Mais écoute, Jean, je te remercie d'abord fait d'avoir plaisir. écourté tes vacances pour venir nous rencontrer. Ah, bon, Il tenait tellement à être là qu'il a décidé d'écourter. Et merci pour cette présentation qui est fort instructive. Et je vous rappelle que sa présentation, toutes les présentations PowerPoint vont être disponibles sur le site Internet de la FTQ d'ici une semaine environ. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo. Oui. Oui, je la prends. C'est dehors.